Nous sommes des millions chaque année à quitter notre univers quotidien que d'autres s'empressent de venir visiter. Que cherchent-ils? Que trouvons-nous? Aujourd'hui, en enjeu, le tourisme change-t-il le monde? Humphrey vous dit bonjour. Beaucoup d'entre nous ont dû se contenter cet été de tourner en rond, pour deux raisons, la récession économique et le mauvais temps qui a frappé dans l'est du pays, avec pour résultat que les dépenses liées au voyage ont considérablement diminué. C'est toute l'industrie du tourisme qui a été frappée. Il y a quand même eu des touristes, heureusement. Ça fait vivre 600 000 Canadiens. Ça représente en moyenne un chiffre d'affaires de 26 milliards, dont 4 milliards au Québec. Et quand on évalue tout ça à l'échelle mondiale, c'est sans doute la plus importante industrie. Des échanges annuels de 3 000 milliards. Mais le tourisme, c'est fragile. Une année, vous avez des touristes qui envahissent un coin de la planète. Ensuite, ils s'en vont ailleurs, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Eh bien, Claude Sauvé a voulu savoir comment on s'y prenait pour nous convaincre de la valeur touristique d'un lieu, en commençant par chez nous. Richard Lo Giudice est rédacteur en chef des guides Michelin pour l'Amérique du Nord et il publiait récemment un guide vert consacré au Québec. Monsieur Lo Giudice a dirigé une équipe de 25 personnes qui ont parcouru le Québec durant plus d'un an et qui ont finalement sélectionné près de 1200 sites touristiques, dont 18 obtiennent la cote 3 étoiles, c'est-à-dire qu'ils valent à eux seuls le voyage. Parmi ces sites 3 étoiles figure non seulement la basilique Notre-Dame, mais aussi l'ensemble du Vieux-Montréal. Quels sont les critères d'évaluation qui vous permettent d'accorder une cote de 3 étoiles à la basilique Notre-Dame de Montréal et une cote de 3 étoiles à un autre lieu ailleurs dans le monde? Il y a beaucoup de choses de très particulières de l'église, la basilique Notre-Dame. C'est la première église néo-gothique du Québec. C'est la première église, le premier bâtiment en pierre de taille de cette ville. Et puis l'importance que ça joue dans l'histoire est inestimable. L'intérieur est assez extraordinaire. Vous avez un architecte comme Victor Bourgeot de première importance. Et puis ça reste un lieu très important dans la vie culturelle de Montréal. Si un touriste n'avait qu'une semaine à passer au Québec, vous qui étiez chargé de faire un guide sur le Québec, où l'enverriez-vous d'abord? Je dirais, comme visiteur, je prendrais le guide, je dirais, voilà, tiens, Michelin a choisi un certain nombre de sites 3 étoiles, voilà. L'Américain, par exemple, est attiré par tout ce qu'il voit ici dans ces rues de Vieux-Montréal parce que ça évoque l'Europe. Pour lui, c'est l'Europe, donc c'est ça qui attire. Pour l'Européen, ça peut être autre chose. Pour l'Européen, ça peut être l'architecture moderne ici, ça peut être les choses remarquables de notre siècle, comme le stade olympique. Puis il y a le quai ici. Tout le monde sait que les Montréalais, enfin les Québécois en général, est un peuple assez chaleureux, accueillant. Ce genre de remarques ne transparaît pas dans votre guide. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? On ne peut pas, pendant des pages et des pages, parler de gentillesse des gens. Est-ce que vous croyez, vous, qu'on peut créer de toutes pièces des destinations touristiques? Les destinations se créent toutes seules, on n'a pas besoin de les créer. Exemple, cette place Jacques-Cartier de Montréal, Oui. est-ce qu'elle est encore une place vraiment montréalaise ou si ce n'est qu'une place touristique qui pourrait se trouver ailleurs, ma foi? Il faudra faire un petit sondage. Bien sûr, un endroit peut être un peu rendu désagréable par une sorte de commercialisation de l'endroit, mais l'architecture reste, le lieu reste, on peut pas enlever un certain nombre de choses. Vous en connaissez beaucoup de Montréalais qui se baladent en fiacre en ville comme ça? Oh, je pense pas. Québec,
Percé, Gaspé, des noms qui peuvent être synonymes d'aventure pour ceux qui viennent d'ailleurs. Nous accueillons au Canada 3 millions de touristes chaque année et de plus en plus de gens qui viennent d'outre-mer, autant que les Américains maintenant, et ça se développe davantage. Nous rêvons d'Europe et des Européens rêvent du Canada. Mais que viennent-ils chercher chez nous? Et surtout, que trouvent-ils? Nos plus beaux monuments, ce sont bien sûr nos lacs, nos rivières, nos montagnes. On vient ici pour l'espace, mais en contrepartie, ça veut dire de très longues randonnées à bord de ces diligences des temps modernes, comme ont pu le constater un groupe de Français qui ont sillonné les routes caouteuses du Québec. Des touristes étrangers parcourent des milliers de kilomètres en autocar. On les regarde parfois passer en se demandant ce qu'ils peuvent bien chercher et trouver chez nous. Ceux-ci sont une quarantaine à l'emploi d'une grande chaîne française de supermarchés. Nous les retrouvons au milieu d'un voyage de 10 jours qui les a menés de Cliché en lieu commun, de Toronto aux chutes du Niagara, d'Ottawa à Montréal et de Montréal à Saint-Fulgence au Saguenay. Évidemment, Saint-Fulgence ne fait pas partie des endroits les plus courus d'Amérique du Nord, mais c'est ici que nos touristes venus de la région de Bordeaux passeront une journée chez l'habitant de la région de Chicoutimi. Les familles qui les accueillent ont été recrutées par Rodrigue Langevin. Monsieur Langevin n'a pas inventé la formule, puisqu'elle existe ailleurs au Québec, mais il a su en tirer son gagne-pain et beaucoup de plaisir. Les touristes qui viennent chez vous, vous les recrutez comment? Il y a une vingtaine de grossistes au Québec qui vendent le Québec et qui amènent les gens. Et nous, on leur offre ce produit d'hébergement en famille. Si vous voulez, on peut appeler ça un produit, d'hébergement en famille, cette espèce d'immersion pour quelques heures dans la vie familiale des Québécois. Un sirop d'érable, je le mets dans une petite coupe à digester, puis je le prends. Ils viennent rentrer dans sa maison. D'ailleurs, ils sont épatés par les maisons, la couleur des maisons ou quoi que ce soit. Lorsqu'ils entrent à l'intérieur, ils voient toute cette mécanique qu'ils ont pas et tout ça. Donc, ça les rapproche davantage. Et puis, bien sûr, là, ils profitent de l'occasion pour apprendre sur le Québec, pour discuter avec les familles. Et là, la famille doit être prête dans ce sens-là aussi. D'ailleurs, elle est choisie dans ce sens-là. Est-ce qu'on commence à chanter? Ils sont de bonne humeur, hein? Évidemment, pour le Québécois, c'est une façon de voyager aussi à peu de frais, parce qu'ils apprennent. Ils reçoivent même de petits cadeaux, soit des volumes sur leur pays, sur leur région et tout ça. Et évidemment, ça s'installe. Tu vois comme c'est beau, goûte à ça. C'est sûr que même quand ils arrivent, ils sont un petit peu mal à l'aise. Je vous avoue franchement que le premier contact est super important. Qui est mal à l'aise? Le français. La journée ou le soir, ils vont venir coucher chez nous, ils appréhendent énormément. Puis dès le premier contact, on essaie de les faire se sentir très à l'aise chez nous parce qu'on sait qu'ils appréhendent. Nous, on ne sait jamais qui on va recevoir. Alors, on est très heureux de les accueillir avec chaleur. Puis le contact humain, le premier contact est toujours le plus important. Bonjour le Canada! Bonjour! Vous avez l'habitude de ce genre de voyage? Non. Enfin, du voyage, oui, mais D'aller chez l'habitant, non. D'aller C'est la chez première l'habitant, fois. Vous attendez quelque chose de très différent? Oh, très différent, peut-être pas. Peut-être pas, mais enfin, leur façon de vivre. Ils trouvent ça grand, puis l'espace, puis ils disent « vous êtes au paradis ». C'est gentil, ces petites maisons. Ça fait chalet. Nous, on a un petit peu le même genre de chalet, comme ça, dans les montagnes. Vous attendez demain un couple de touristes dont vous savez qu'ils sont français, c'est tout ce que vous savez? Oui, c'est tout. C'est tout ce que nous savons, effectivement. On va aller les chercher demain soir, puis on va les accueillir. Nous découvrons en même temps que... Vous allez dîner chez des gens donc, que vous ne connaissez pas? Voilà, oui, déjà, oui. Et prendre le petit déjeuner avec eux? Un accueil chaleureux, premièrement, et puis j'espère qu'ils vont nous permettre de s'exprimer, de pouvoir leur donner notre mode de vie et échanger avec eux leur forme de vie. Vous n'avez pas d'inquiétude particulière? Non. Que ce soit ennuyeux ou je sais pas... Non, j'espère qu'il va bien nous nourrir quand même. Ils ne mangent pas beaucoup le matin, je trouve. Ouais. Avez-vous encore? Non, c'est bon. Oui? Mangez. Est-ce que c'est un rapport économique aussi que vous avez? C'est sûr que le tourisme, en général, apporte un apport économique au niveau de la région lorsqu'il débarque ici. Mais pour nous, personnellement, ce n'est pas nécessairement le côté monétaire qu'on regarde. C'est vraiment là, le côté
humain de la chose, puis le côté culturel. Qu'est-ce que vous apprenez? Ah, ben j'apprends sur le métier, par contre, que ces gens-là exercent comparativement aux nôtres ici, l'écologie au niveau de la France par rapport à nous. De plus en plus, le touriste s'intéresse d'ailleurs à l'écologie. Un exemple, l'observation de baleines. De tous les endroits du monde où se pratiquent ces excursions, c'est Tadoussac, à l'embouchure du Saguenay, qui est le plus couru. Pour les touristes français, c'est une attraction à ne pas manquer. Ce sont donc des touristes qui ont finalement créé cette demande? Les touristes ont créé cette demande. Puis étant donné que les industries sont rares ici dans le coin, alors pour nous, les baleines, c'est l'industrie première. Qui s'y intéresse? Quels touristes? Les Européens, beaucoup d'Européens. Je veux dire, dans 50%, on peut parler des Européens. Beaucoup de Québécois. Les Américains commencent, là, sont un peu plus difficiles, mais ils commencent à venir. Là. Nous sommes les touristes. J'imagine que nos cousins français redécouvrent un peu le Québec. Qui trouvent chez nous en particulier peut-être quelque chose de naturel. C'est les grands espaces, c'est la nature. Alors évidemment, la prise de conscience qu'a la population de plus en plus face à son environnement fait en sorte que des équipements comme celui-ci se trouvent rehaussés un petit peu. En 1985, les Européens ne représentaient qu'1% des visiteurs du jardin zoologique de Saint-Félicien au lac Saint-Jean. Aujourd'hui, un client sur 5 vient d'Europe. Un jardin zoologique d'avant-garde qui recrée des environnements quasi naturels à l'intention des animaux et qui tente à éliminer le béton et les barreaux, du moins pour ses pensionnaires. Qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans un jardin comme ici? C'est de voir des animaux qu'on ne voit pas chez nous, surtout. Par exemple? Les grosses bêtes, là, les bisons. Les bisons, tout ça. Les loups. Il y a des zoos chez nous, mais il faut aller assez loin pour... C'est pas pareil, là, ils sont pratiquement en liberté. Oui. Ça vous gêne pas d'être en cage et d'avoir les animaux en liberté? Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis innocente! J'ai rien fait! À l'étape écologique, tout bon touriste européen normalement constitué rêve de rencontrer un descendant du grand chef Geronimo, ou à défaut, tout autre Amérindien qui saurait lui rappeler un western américain. À la réserve de Mashteuiatch au lac Saint-Jean, nos touristes français font plutôt connaissance avec des montagnais de la fin du 20e siècle qui n'ont de folklorique que les objets de leur musée de la Pointe-Bleue. Moi, je suis un peu déçue de ne pas voir des Indiens, vraiment les Indiens. On a vu les réserves. Puis là, on a appris qu'on vivait bien comme nous, dans les maisons. Et puis, Mais c'est quand même très folklorique cette image qu'on a des Amérindiens ailleurs. C'est vrai. Déjà, ouais. En venant ici, on pense surtout les Indiens, tout ça. Attends, de quel côté? Faute de folklore indien, eh bien, on s'accommodera de celui des Blancs. De tous les échanges culturels que permet le tourisme, la danse est certainement l'un des plus élémentaires et des plus universels. On avait vraiment des idées très vagues sur le Canada et sur le Québec en particulier. Oui, vous parlez du Québec. Nous, on est venus au Canada. On a l'impression que les Québécois sont quand même plus chaleureux que dans l'Ontario. Déjà, il n'y a pas le barrage de la langue, puisqu'ils parlent la même langue que nous. Là, on a été surpris un peu par les chutes du Niagara. En fait, on s'attendait à les voir plus grandes, parce que quand on les voit à la télévision, on les voit grandes. Je trouve que le contexte du voyage organisé, c'est trop rapide. J'étais un peu déçue par Montréal. Parce que je m'attendais à une ville très très jeune, très grande, et puis j'ai trouvé que c'était hétéroclite. Il y avait du neuf, du vieux, tout était mélangé. Il y a des grandes villes où il y a beaucoup de monde et à côté il n'y a rien. Moi j'imaginais des petites villes disséminées dans la nature avec plus de nature dans la ville. Si vous
avez des coins jolis qui sont éparpillés un petit peu partout. Alors c'est long, c'est vrai que les écarts des villes sont très longs. Je voyais un peu ce qu'on a vu, ce qu'on voit maintenant. C'est-à-dire des montagnes avec des sapins, des lacs, là, ce qu'on voit le dernier jour, là. Hein, et des sapins qui ne crèvent pas, alors que les sapins crèvent, des bouleaux qui ne crèvent pas, alors qu'ils crèvent. Ça, c'est assez dramatique. Hein, moi, je suis très sensible à ça. Nous aussi, nous sommes des étrangers pour d'autres lorsque nous décidons de partir à notre tour. D'ailleurs, nous dépensons beaucoup plus à l'extérieur du Canada que les étrangers chez nous. C'est environ 15 milliards comparativement à moins de 8 milliards à chaque année. Nous choisissons donc l'exotisme. Si c'est pour la culture ou les traditions, nous allons plutôt vers l'Europe ou certains coins des États-Unis. Mais le plus souvent, c'est le soleil que nous voulons. Surtout lorsque l'été a été aussi mauvais ou que le mercure en hiver descend beaucoup trop bas. Nos destinations soleil, la Floride, le Mexique, le Venezuela et les Antilles. Dans ce tourisme nord-sud, nous ne voulons pas de désagréments, pas de choc culturel. Nous empruntons tout simplement le soleil et la plage sans regarder la vie autour. Nous sommes alors des touristes aveugles. Voici la plage de n'importe où. La combinaison classique, sable et soleil sous les tropiques. La plage est une extension de l'hôtel Formule Club, c'est-à-dire tout compris. Avion, hôtel, repas, loisirs. Ça ne coûte pas trop cher, on n'y reste pas très longtemps, on n'en sort pas souvent. Du tourisme nord-sud. Des touristes qui se frottent rarement au pays d'accueil, des étrangers qui ont peu de rapport avec les autochtones. Niveau de contact, zéro ou presque. En réalité, ces touristes sont canadiens, américains et européens. La danse s'appelle merengue, le pays République dominicaine, le lieu Boca Chica, l'animateur dominicain Johnny. Et nous nous occupons pendant toute la journée de faire des activités, d'occuper les autres, les clients, en quelques activités. C'est-à-dire, on fait pendant le matin, pendant l'après-midi et le soir, des activités différentes pour faire les clientèles un séjour très agréable avec nous. Il y a certains inconvénients. Nous, on est très près de l'orchestre, la salle à manger. Ça fait quand même, si tu veux te coucher très tôt, là, c'est parce que le show must go on jusqu'à 11h. Jusqu'à 11h. Et puis, on est dans le lit, puis on essaie de dormir, puis on se bouche les oreilles. Pourquoi portez-vous ces bracelets fantaisistes? C'est comme un passe-partout. Ouais. Pour le drink, la bouffe, l'adresse. Même pour rentrer aussitôt que tu pars, t'enlèves ça, c'est fini. Ici, la découverte, l'aventure, l'inattendu n'existe pas. Ici, on a l'impression d'entrer carrément dans une brochure d'agence de voyage. En fait, c'est un ghetto doré. On peut y passer des semaines sans même savoir ce qu'est le pays ou qui sont les gens qui l'habitent. Il y a de ces hôtels où les touristes n'ont même pas besoin de marcher. Puerto Plata, beaucoup de Québécois connaissent Puerto Plata puisque c'est une destination qui a été découverte par les Québécois il y a maintenant 10 ans. Tous ces hôtels qui sont construits, c'est sûrement en répondant à la demande croissante des Québécois du jour au lendemain.
Et Playa Dorada, c'est un immense complexe hôtelier de plusieurs centaines d'hectares avec une douzaine d'hôtels de luxe qui varient de 150 à 300 chambres, avec toute l'infrastructure qu'on puisse imaginer, de restaurants, de casinos, de nightclubs, de plages organisées, de sports aquatiques organisés. En fait, un ghetto de touristes, sûrement très jolie prison dorée, mais dans laquelle, bien sûr, les touristes n'ont pas du tout idée de la réalité qu'est la République dominicaine. Et je crois que du début, la grande erreur, ça a été de développer un tourisme très bon marché, avec des packages incluant l'avion, l'hôtel, les repas, les activités, etc., sans parler de l'aspect authentique et folklorique de ce pays-là. Les gens qui viennent ici à répétition, c'est comme aller au chalet. C'est une place connue, on connaît les condos, on sait comment on s'organise, on peut manger au condo, on peut se promener. On a un soleil après ma barre garanti à 100 %. C'est moins cher de venir ici que de passer 2 semaines ou 3 semaines au Québec. C'est vraiment à ce prix-là, il n'y en a pas d'autres destinations comme ça. Je pense que la promotion a été du soleil et des plages, et des hommes, et des femmes, et des filles, mais jamais une politique culturelle vraiment bien faite. Victor Hugo de Lancer-Sanchez est professeur de sociologie à l'Université autonome de Saint-Domingue. Il se dit d'accord avec le développement du tourisme, mais pas uniquement celui de la mer et des palmiers. Ce pays a les plus vieilles racines européennes en Amérique et une capitale de 2 millions d'habitants. Peu de gens chez nous savent par exemple que l'université où nous nous trouvons ici à Saint-Domingue est la plus ancienne d'Amérique. C'est ça. Et que la cathédrale de Saint-Domingue, c'est la plus ancienne aussi d'Amérique. Et aussi savoir que la ville de Saint-Domingue, par exemple, était fondée entre la première ville d'Amérique. Pour découvrir, visiter, apprendre, les touristes du Nord vont surtout dans d'autres pays du Nord. En particulier durant l'été. Vieux-Québec ou Vieux-Paris, oui. Le Saint-Domingue colonial, non. Et pourtant, cette ville fut fondée par Barthélemy Colomb, le frère de Christophe, en 1496, à une époque où Montréal n'était encore qu'une bourgade iroquoise. On trouve à Saint-Domingue plusieurs bâtiments du 16e siècle parfaitement conservés et même animés. Saint-Domingue est une véritable capitale culturelle antillaise avec ses théâtres et ses musées. Bref, une vraie métropole du Sud avec sa pollution visuelle et sonore, ses marchés, ses bidonvilles que les dépliants touristiques évidemment ne montrent jamais, mais que les touristes les plus curieux finissent bien par découvrir. Sorte de Christophe Colomb avec 5 siècles de retard. Est-ce qu'on peut dire que le tourisme a changé les Dominicains? Oui. J'aime beaucoup le mot « changer » parce que le changement n'apporte pas un jugement moral. C'est le change. A changé d'abord au point de vue linguistique. La population a compris que le tourisme, vraiment, c'est très bon pour l'emploi. Donc, il faut apprendre la langue des gens qui viennent à faire le tourisme pour servir. Nosotros avons fait la pina colada dans l'ananas, nosotros la coupé con sac avec le couteau et la fait dans l'ananas avec la crème de coconut, avec le rhum. Très très bon. C'est un épanouissement de la culture. Et je vois que c'est un point de vue très important et très positif du tourisme ici. C'est question de qualité. Nous oblige, comme culture du travail ici, aux Dominicains à travailler avec de qualité. Parce que le tourisme vraiment est exigeant avec les qualités du service. Donc le tourisme nous a aidé vraiment à comprendre vraiment une situation mondiale, à avoir des informations de tout le monde. Il faut que tout le monde qui nous attend maintenant comprenne que pendant la dictature de Trujillo, Saint-Domingue était isolé. Il n'y avait pas de contact avec le monde. 30 ans vraiment de dictature ici nous a fait une population fermée au monde. Una mañana de frío invierno vino a mi regalo. C'est bien de pouvoir parler avec les gens de la place. Tous les endroits où on est allés, nous, déjà en voyage, c'est ce qu'on a essayé de faire.
a su hijo amado. On prend des petits minibus, puis Ah ouais, on embarque pas juste dans les Wawa, là, on est tous tassés sur eux autres, puis on a du fun avec eux autres. Janine, Gilles. Gilles. On sait. On sait. José. Je sens qu'il y a un rapport qui se crée au-delà de ce rapport de service, si on veut. Aunque haya muertos entre los mares. Moi, j'essaie d'en apprendre le plus possible sur ce qui se passe ici. D'ailleurs, c'est délicat pour nous parce qu'on entend de venir ici, on entend des nouvelles. Cette année, l'année passée, on parlait de situation d'esclavage par rapport à Haïti. Et moi, j'avoue, ça me fait toujours un drôle de sentiment de venir dans un pays où il pourrait y avoir de l'esclavage. J'ai besoin de sentir un peu la vie des gens. D'autres touristes cherchent à sentir la vie des gens de manière parfois plus charnelle. Des hommes, aussi bien que des femmes, fréquentent ce pays pour des amours d'occasion, des amours bon marché. Certains touristes se permettent ici ce que la morale ou la famille leur interdirait chez eux, parfois même au grand jour sur la plage. Cette plage qui d'ailleurs subit non seulement des outrages aux bonnes mœurs, mais aussi des outrages à la nature, juste derrière une rangée d'arbres. Oui, le tourisme peut totalement défigurer les sites. Par exemple, il y a 10 ans, cette plage de Soussoua était un lieu naturel d'une grande beauté que quelques touristes de chez nous venaient de découvrir. Eh bien, ces mêmes touristes sont allés chercher ailleurs cette nature que l'on a remplacée par une sorte de centre commercial improvisé. Oui, le tourisme peut chasser les touristes. Ceux qui maintenant s'aventurent ici, peut-être, n'y reviendront plus jamais après avoir subi l'agression des marchands de souvenirs. Oui, le tourisme finit par tuer son propre objet avec le temps. Oye, vamos a vender tu sombrero rápido, ¿eh? Les premières années où j'étais ici, vous aviez, de Montréal, vous aviez un avion de Québécois qui descendait, 119 passagers qui étaient partagés entre les tours opérateurs de Montréal. Donc c'était, on va dire 84, il y avait 2 hôtels ce soir. En gros, 60-70 chambres. Quoi, oui. Maintenant, il y a quelque chose comme proche de 2000 chambres ce soir. Les gens qui arrivent, des gens qui ne connaissent pas le Sud, qui ne connaissent pas la République dominicaine, souvent ça prend 2-3 jours. On dit « Oh, c'est le choc culturel. Là, as-tu vu telle chose? As-tu vu les motos? 4 sur la même moto? As-tu vu telle affaire? » Alors, c'est ce qu'on appelle le choc culturel. Mais il s'établit ensuite vraiment une relation profonde, une bonne communication et des gens qui téléphonent, qui reviennent. Parmi les touristes qui reviennent dans ce pays, il y en a, bien que très rarement, qui manifestent beaucoup plus que de la curiosité. Des touristes qui ont un niveau de contact maximum avec le pays d'accueil. Exemple, Elina Katzmann, hygiéniste dentaire canadienne, touriste à répétition en République dominicaine. Eh bien, elle a fini par aimer tellement les lieux et les gens qu'elle a fondé un réseau de cliniques dentaires appelé Sourire, où l'on traite gratuitement les enfants pauvres. Le système repose sur une fondation et le recrutement de bénévoles, comme le docteur Davignon, dentiste de Montréal, et tout le personnel de son cabinet, qui donnent quelques semaines de leur temps au Sourire dominicain. Vous avez décidé volontairement de venir ici. Il nous en a parlé, puis on a tous dit oui. C'est bénévole. Oui. Il y a beaucoup de touristes chez nous qui viennent ici, qui probablement ignorent tout ce que vous allez voir. Sûrement. On va faire. Les gens vont plus à la plage que dans les quartiers comme ici ou ailleurs. Hier, on est allé dans un endroit pour enfants handicapés. Et puis, c'était très, très, très dur. On braillait comme des veaux. C'était très, très difficile. Les enfants dans des mouches, mais des handicapés, des infirmes, partout. Les
sûr que dans 3 semaines, on n'a pas le temps de tout connaître, tout voir. Mais je crois que les touristes qui ont vraiment essayé de connaître un peu les Dominicains retournent dans leur pays modifiés, changent un peu leur façon de penser, leur façon peut-être de manger seulement. Je crois que ça devrait nous changer. La randonnée pédestre, c'est le tourisme à l'état naturel dans des sentiers qui s'étirent parfois sur des milliers de kilomètres, dans un décor qu'on ne veut surtout pas modifier. Mais ça, c'est le tourisme de la minorité. Dans la majorité des cas, c'est exactement le contraire qui se produit. Qui dit touriste, dit organisation, transformation. Il y a ceux qui veulent attirer les touristes parce que ça rapporte, ou encore ceux qui s'y opposent, en se disant que ça va modifier leur vie et l'environnement. C'est à ce moment-là que les intérêts s'affrontent, ceux des promoteurs, des touristes, des commerçants, contre ceux des résidents et des écologistes. Surtout dans des endroits où on veut absolument créer des paradis touristiques, comme dans la région Magog-Orford, au Québec. Memphrey vous dit bonjour. Est-ce que le monstre devient, par la légende qu'il a créée, une nouvelle attraction touristique à Magog? Certainement. Ah oui. J'y crois beaucoup parce que j'ai fait une petite enquête maison. Et on va me dire, disons, dans une proportion d'environ peut-être entre 30 et 40 que oui, on sait où est le Montford, où le lac Memphrey-Magog, c'est pas loin de Sherbrooke. Mais avez-vous entendu parler du monstre du lac Memphrey-Magog? À 80 oui. Est-ce que le tourisme à Magog est une industrie ancienne? Oui, très ancienne. Mais les plus belles années, ce qu'on appelle les années splendides, datent de 1850 à environ 1890. Au début, le tourisme était des Américains. Je vous donne un exemple. Le capitaine Fogg du Lady of the Lake qui passait à Georgeville disait « Envoyez un télégramme, nous arrivons 700 ce soir pour souper ». Dans ces années-là, la ville de Magog a une population d'environ 1000 personnes. Aujourd'hui, jusqu'à 60 000 personnes peuvent se retrouver en même temps dans l'ensemble de la station touristique Magog-Orford au moment de la haute saison touristique. Mais la population permanente de la zone Magog-Orford n'est que d'environ 15 000 personnes et de 25 000 quand on compte ceux qui y possèdent des résidences secondaires. C'est d'ailleurs le cas du directeur du module tourisme de l'UQAM, Marcel Sanson. La ville de Magog n'était pas une ville touristique comme telle, c'était une ville d'ouvriers, du textile d'abord, hein, et qui est en changement bien sûr aujourd'hui, mais le lac a été exploité par la suite, je veux dire, à partir des années 50, hein, et surtout à partir des années 70. Je dirais que ça a démarré lentement, mais le lac Memphrey-Magog est bien sûr une richesse, un plan d'eau extraordinaire. Ça change la structure commerciale d'une ville, parce que les touristes n'ont pas le même comportement de consommation pendant leur période de vacances que la population de n'importe quelle ville du Québec ou d'ailleurs. Quand vous passez d'une ville industrielle à une ville touristique, ça implique énormément de changements. Pour le mieux? Ben, disons, moi, personnellement, je juge que c'est pour le mieux. Seulement, naturellement, tout le monde n'est pas d'accord. Le mot touriste, même en 1992, c'était un mot qui est difficilement acceptable par la population. Parce que le touriste, c'est la personne qui prend le stationnement sur la grande rue. C'est celui qui le fait attendre à la caisse populaire. C'est celui qui le fait attendre à la banque. Parce que lui, il ne réalise pas encore qu'il vit indirectement de cette industrie-là. Vous demanderiez aux gens d'ici combien ils auraient de restaurants, combien ils auraient d'hôtels pour inviter leurs gens, combien ils auraient de salles de spectacle.
de théâtre d'été s'il n'y avait pas le tourisme. Ils sont capables de vous répondre parce qu'ils se rappellent très bien qu'il y a quelques années, si on voulait sortir, c'était à Montréal ou à Sherbrooke. Et maintenant, on peut tout organiser sa vie, y compris sa vie gastronomique ou sa vie culturelle, autour d'une station comme ici. Partout dans le monde, des millions de touristes ne rêvent que d'un endroit comme celui-ci, à l'état naturel, calme et solitaire. Et pourtant, le jour où ces touristes mettront les pieds ici, probablement qu'ils auront déjà détruit ce qu'ils venaient y chercher. Les résidents de Magog comme nous deux, on n'est pas très heureux, évidemment, comme tous les autres, de voir arriver cette affluence touristique. Et les touristes, généralement, j'en ai pas entendu directement, mais ils ne doivent pas trouver les résidents très sympathiques non plus. Et ce qui fait que c'est maintenant rendu, bon, il y a tous les problèmes de propreté de l'eau épouvantables, et que ça cause, les problèmes de sécurité sur le lac. C'est devenu quasiment impossible de nager. Vous ne pouvez plus nager comme en plein milieu du lac. Ça serait considéré comme une tentative de suicide, probablement. Donc, vous pouvez nager sur le bord. Donc, dans ces journées très, très intenses, où il y a tellement de monde sur le lac que les gens n'en profitent plus tellement, les riverains, ça aussi c'est classique, se plaignent du bruit. Ils sont venus ici parce qu'ils ne voulaient pas avoir trop de bruit. Même les gens qui viennent dans cette cacophonie-là, souvent, ne reviennent plus. Les bateaux sur le lac, écoutez, ça l'a quintuplé depuis quelques années. Vous savez, c'est pas beau de voir ça. Mais ça se réglemente. Ah oui, mais ça se réglemente comment? Ça a pris 12 ans pour être capable d'avoir un règlement pour les eaux usées dans les bateaux. Ça va prendre combien d'années pour réglementer la vitesse? Tourisme et dégradation de l'environnement vont souvent de pair. Le développement touristique a une nette tendance à transformer la nature, le plus souvent en y transplantant un élément assez peu naturel, le béton. En planifiant le développement touristique, on peut évidemment mieux l'intégrer à des ensembles d'urbanisme relativement harmonieux, mais rarement. Ici, la conception du développement, c'est plus il y a de monde, mieux c'est. On pense que ça amène de l'argent. Et la conception de l'aménagement, c'est quoi faire pour régler les problèmes de tout le monde qu'on a amené. Oui, on a laissé les jeux du marché jouer, de l'offre et de la demande. On a laissé les promoteurs construire parce que ça rapporte des taxes, parce que c'est intéressant dans les coffres des municipalités. Et ça, c'est regrettable. C'est-à-dire, on n'a pas fait d'études de marché suffisantes, je crois. On s'est fait des illusions. Et on a pensé faire de l'argent vite et rapidement. Malheureusement, ce sont des structures qui restent dans le paysage. Une fois l'emballement passé, une fois qu'on est revenu au normal, bien, on s'aperçoit que c'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Et malheureusement, ça reste dans le paysage. Et ça, effectivement, ça peut détruire, pour un certain temps, on peut avoir de la difficulté à se relever d'un tel phénomène. La région Magog-Orford ne pouvait devenir une destination touristique complète sans les interventions de ceux qu'on appelle les développeurs, c'est-à-dire ceux qui font les équipements. Fernand Magnan est l'un des plus importants de cette région. Architecte, constructeur et hôtelier, il est propriétaire du parc de récréation du Mont Orford, qui est à la fois station de ski, parcours de golf, terrain de camping et bien d'autres choses encore. Le développement réalisé par M. Magnan a fait de la montagne la principale attraction de cette zone touristique, mais il est lui aussi soumis aux dures lois du marché. C'est toujours l'offre et la demande, naturellement. Je crois que depuis 2-3 ans, bien sûr, on doit subir les contre-coups de la récession qui nous dérangent un peu tous. Naturellement, je pense bien que c'est difficile de penser à autre chose. Mais il reste que c'est un produit global qu'il nous faut offrir. Il faut produit global dans le sens qu'il faut, je crois, si on veut vraiment compétitionner avec d'autres destinations importantes à travers le monde, offrir un produit global qui permettra aux gens de choisir cette région-ci en incluant les forfaits de transport, d'avion, d'autobus ou de voitures, d'hébergement et de loisirs, tout ça combiné ensemble. Une destination, c'est aussi un ensemble d'attractions touristiques. Donc, pour vendre des séjours à forfait,
il faut proposer aux visiteurs bien d'autres choses que les chambres et les repas. Si on regarde juste par rapport à la région ici, dans un rayon de 10 000, donc en restant quand même aux alentours de Magog, les gens peuvent faire une croisière sur le lac. Bon, ça vous permet de voir le lac, mais avoir des explications, des choses comme ça. Vous avez tout le parc provincial du Morpheu, qui est un parc super intéressant. On retrouve beaucoup d'activités de plein air. C'est du golf, c'est de l'équitation, beaucoup de sentiers pédestres, le vélo, qui est super à la mode, il y a des pistes cyclables, des choses comme ça, 2 très belles plages. Donc le parc, c'est un endroit très intéressant. Certains esprits plus aventureux ont imaginé des moyens de rendre les plages de Magog encore plus intéressantes. Les environs comportent maintenant une longue promenade, faite évidemment de certaines quantités de béton. Le maire de Magog, Paul-René Gilbert, s'est aperçu que tout projet de transformation de la nature apporte évidemment son lot de controverses environnementales. Il est presque évident que ces installations ne sont pas uniquement pour les Magogois. Non, non, c'est un équipement qui est pour les gens de la région, qui est pour les visiteurs, et aussi on compte que cet équipement devienne un élément qui va favoriser encore plus l'attrait pour les visiteurs ou les touristes. Mais le projet que nous avons est d'aménager à l'intérieur de l'eau, parce qu'on sait qu'il y a énormément de roches pour une vingtaine de pieds en entrant dans l'eau. Alors, il y a un projet qui est d'ensabler, de rajouter du sable en bordure du lac. Bien, si on regarde la dimension du lac, le lac représente 1 million d'hectares carrés. Et toutes les interventions, on a 3 plages. On a celle-ci, il y en a une autre plus loin, puis on a la plage municipale là-bas. Ça couvre au total 2 hectares de terrain. Alors, c'est une intervention qui, selon nous, est minable. Lorsqu'on parle de dépenser le 8 millions à la tête du lac, vous ne ferez pas croire aux citoyens de Magog que c'est pour lui que vous avez dépensé cet argent-là. J'ai demandé aux autorités municipales de Magog, A, s'il y avait un citoyen qui avait demandé d'ensabler les plages. B, est-ce qu'un groupe de citoyens vous a demandé d'ensabler les plages? C, est-ce que vous avez, disons, eu des écrits, des lettres, des journaux qui vous ont dit que ça serait avantageux d'assembler les plages du lac Benfrey-Magog? Et comme réponse, je n'ai pas eu de réponse. Ils m'ont dit NON. Comme dirait ma belle-mère, NON-PH. Non. Non, non, on n'a jamais eu de ces demandes-là. Comment se causer des problèmes quand on n'en a pas? Hein? Donc, il y a toujours eu une plage ou du lac. Les gens de la ville y allaient ou n'y allaient pas. C'était quand même assez intéressant pour les gamins de prendre leur bicyclette et pouvoir aller se baigner. Et là, tout à coup, on a fait tellement d'aménagements que bétonné, on change les flux de place, etc., le sable, le fou de camp. Là, il n'y a plus de plage. Donc, tout ça a été construit pour une plage, donc il faut ensabler. Ensabler, quiconque a un chalet au Québec s'est fait prendre par un vendeur de sable une fois, ici aussi, qui lui a dit « Ah, on va vous mettre du beau sable, là, vous allez avoir votre plage privée. » Ça dure un été. L'été suivant, tout votre sable est rendu chez le voisin, évidemment. Il est toujours permis de rêver. Peut-on imaginer une plage du lac Benfrey-Magog qui ressemblerait un peu, du moins par son sable, à un paradis tropical? Nos concurrents sont les îles des Caraïbes, sont la Floride, sont l'Amérique du Sud, sont l'Europe. Au niveau des prix, ce sont nos concurrents. Et au niveau de l'exotisme, comme 80-85 de notre marché est du marché québécois, au niveau de l'exotisme, on y perd. Alors, c'est sûr que tout ça sont des facteurs qui nous obligent à réviser nos stratégies. On va rester sur notre rêve, à mon avis, parce que c'est pas une destination aux grandes vacances. À la question « Peut-on créer une destination touristique ?», la réponse est claire « Oui », à la condition de bien planifier. Et si jamais on réussit, il faudra plus tard poser la question « Le tourisme finira-t-il par détruire son propre objet ?» Là aussi, la réponse est claire « Oui », si on détruit totalement l'environnement original qui a attiré les touristes. Dans le cas de la station Magog-Orford, les réponses se trouvent peut-être au fond du lac. C'est le monstre Benfrey qui pourrait faire toute la différence.
Murphy, je ne l'ai pas vu encore. Pas aujourd'hui. Ah, peut-être là-bas. La semaine prochaine à notre émission, des travailleurs inquiets, des stocks qui diminuent, une industrie en crise. C'est la pêche. Alors, c'est pas les Portugais, il ne faut pas pointer du doigt les Portugais, ils ne viennent pas dans le golfe, les Portugais. Puis le poisson du golfe ne sort pas, il ne va pas sur les grands bancs. C'est des stocks de poissons différents. Alors, si on a réussi à massacrer ça, on n'a pas besoin des Portugais pour les massacrer, on est assez vieux de massacrer notre poisson. C'est nous autres, les Canadiens, c'est les chalutiers, c'est la surpêche dans un aquarium. C'est un aquarium, le golfe. C'est fermé. C'est petit, c'est fermé. Puis on a importé un modèle de pêche-là qui se pratique sur des grands bancs. Ce serait pareil comme si je partais avec mon équipement de pêche pour pêcher ici en mer. C'est pas un gros équipement, mais je m'en allais sur le lac Sept-Îles, ici, en arrière de Chandler, pêcher dans la truite. Comment vous pensez de temps qu'il va y avoir de la truite dans le lac? Moi, le plumé, le lac. À venir, à enjeu, le dramatique dossier des réfugiés, auquel nous allons consacrer 2 émissions. Des fois, le monde voyage jusqu'à Plattsburgh. De Plattsburgh, il paye un taxi qui les débarque à peu près au magasin hors taxe du côté américain, puis la personne fait le reste du chemin à pied. Lundi 11 mai, 7 h du matin. Juan Pablo Godomar Vega, Maria Elena Holguin et leur bébé de 7 mois, Omar, se présentent à pied à la frontière. Ils fuient la violence quotidienne du Pérou. Ils ne parlent ni français ni anglais. Okay, you have to go to the immigration office at the other hand. Immigration. Immigration? Yes. Ici Pierre Maisonneuve. Au nom de toute l'équipe d'Enjeu, je vous souhaite de passer une bonne semaine. Au revoir. Cantando este piano.